Je sortis le livre et l'emportai dans ma chambre. Je me couchai sur mon lit et le lus. Et je compris bien avant de le terminer qu'il y avait là un homme qui avait changé l'écriture. Ce livre fut ma première découverte de la magie. C'est de Charles Bukowski, 1979, et il a dit ça à propos de Ask the Dust, un roman de John Font. Pour Stendhal, c'était les Mille et une nuits et Don Quichotte de Cervantes. Il disait de ces deux livres qu'il souhaitait les oublier chaque année pour pouvoir les lire année après année avec le même plaisir. Pour Tolstoï, c'était Une vie de Maupassant, qui était l'œuvre pour lui la plus aboutie. Pour Albert Jacquard, qui vient de publier Dans ma jeunesse, c'est Dostoïevski, qu'il considère comme un maître, parce qu'il disait qu'il lui parlait, il avait la sensation qu'il lui parlait intimement. Et on peut multiplier les exemples comme ça. Et ce que cela révèle, c'est que de la même façon que certaines personnes qu'on rencontre au travers de notre vie sont capables d'en changer le cours, il y a des livres qui ont ce pouvoir, qui quand on les termine, nous changent. Alors aujourd'hui, on n'a pas Stendhal, on n'a pas Tolstoï, on n'a pas Albert Jacquard, on a Tariq qui a bien voulu, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ses livres à lui, ces livres-là qui ont changé sa perspective, qui en tout cas qui l'ont construit ou qui l'ont influencé. Et je pense que c'est important aussi de l'avoir avec nous pour nous parler de ce genre de choses, parce qu'au-delà de l'expertise que tout le monde lui connaît, et que tout le monde lui reconnaît, peut-être sauf en France, mais bon, pour énumérer ces titres de noblesse, je ne sais pas s'il va les qualifier comme ça. Il a été élu comme un des 100 penseurs les plus influents qui va compter au XXIe siècle par Time Magazine en 2004. Il a été élu comme un des penseurs les plus denses et les plus marquants par Foreign Policy 3 ou 4 années d'affilée, très récemment. Voilà. Mais au-delà de cette expertise que tout le monde connaît, ce qu'il faut savoir, c'est que Tariq est d'abord un professeur de lettres française. Il aime beaucoup la littérature, il adore la poésie. Je me suis laissé dire qu'il avait appris des pages et des pages par cœur de poèmes. Et il est aussi docteur de philosophie. Donc, avec la spiritualité qui est la sienne, il a fait sa thèse sur quelqu'un qui a dit que Dieu était mort. C'est aussi quelque chose que je trouve assez fascinant. Voilà, alors sans plus tarder, je vais passer le témoin à Tariq. Je voulais juste faire cette petite introduction et je m'installe. Bien, merci beaucoup d'abord d'être là ce matin, de cette invitation, mes excuses du retard, qui n'est pas dû à moi, une fois n'est pas coutume. Et donc, j'ai accepté de venir à cette rencontre pour son caractère un tout petit peu différent de tout ce à quoi je suis amené à faire j'ai été amené à faire durant ces dernières années, même si de plus en plus aux États-Unis ou dans le monde anglophone, je suis amené à parler d'autre chose que strictement le fait religieux, la référence islamique, qui reste quand même aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, quelque chose qui a été déterminant dans ce que j'essaye de faire. Un des livres à travers lequel j'ai essayé de revenir à la reconsidération philosophique, c'était L'autre en nous, qui a été très très négligé dans le monde anglophone et dans le monde francophone, pour la simple et bonne raison que pour l'Occident, il n'était pas assez islamique, au sens où je ne parlais pas de ce à quoi on s'attendait. Tariq Ramadan doit parler de l'islam, point. Si vous parlez de philosophie du pluralisme, ça doit être lié à toutes ces dimensions-là. Et d'un autre côté, peu compris par les musulmans, parce que justement, il n'était pas assez islamique. Il fallait que je m'en tienne à ce à quoi on s'attendait. Or, aujourd'hui, je pense que tout ce domaine de la créativité, tout ce domaine de l'art, tout ce domaine de la littérature, c'est une des dimensions les plus fondamentales, celle que l'on néglige le plus.
Ce n'est pas la littérature pour s'oublier. Vous vous souvenez de Nietzsche qui disait « J'aimerais pouvoir choisir mes lecteurs ». Il trouvait qu'il était lu par un trop grand nombre d'imbéciles. Parce que il pensait et considérait que malheureusement, quand on venait à la philosophie ou quand on venait à la littérature, on pensait à cela comme un élément de divertissement. Or, la littérature est un élément de réconciliation, si on le comprend bien. La réconciliation avec soi, la réconciliation avec le sens, même quand les questions n'ont pas de réponse, la réponse est la question elle-même, parce qu'une question est une réponse sur ce que l'on est, ce que l'on cherche et sa quête. Si l'on va derrière la question, on trouve quelque chose, même si on n'a pas la réponse spécifique à cette question. Et que de ce point de vue-là, cette littérature, cette dimension qui a été, au gré des civilisations, et même par rapport à la civilisation islamique, un des éléments majeurs de sa floraison, une civilisation en phase avec elle-même, une civilisation qui crée, est une civilisation de la création, est une civilisation du courage de la création et non pas de la frilosité. Aujourd'hui, nous sommes dans une passe qui montre notre crise parce que nous sommes frileux, parce que nous avons peur de la plume, de la pensée et de l'élément artistique que je ne confonds pas, vous l'aurez compris, mais je pense que si vous êtes là ce matin, c'est que c'est la même chose que vous vivez. L'art avec le divertissement, ni la dimension de la création avec la marge de la vie. Ce qui a déterminé mon parcours et ce qui a été important, c'est que moi je suis le cadet d'une famille de 6. Bon, malgré mon âge, quand on me voit comme ça, on me voit de plus en plus âgé, mais je reste le cadet de 6, j'en ai 5 qui sont plus âgés. Et ce qui a été très très important, c'est que moi, je viens d'une famille d'exilés politiques, donc chez moi, je ne voyais pas les murs, c'était plein de livres, il y avait des livres sur tout, il y avait des livres bien sûr sur l'islam, mais j'avais la chance d'avoir une mère et un père qui étaient extrêmement dans l'art, dans l'expression sociale, dans l'humain. Et le premier livre qui m'a été donné, après le Coran, je me souviens de mon père qui m'a donné un jour le Coran, il m'a dit ne passe à la deuxième page que quand tu as médité celle que tu viens de lire. Et il m'a donné ce livre-là. Et le deuxième livre que j'ai reçu de ma mère, c'est un livre d'Alfred de Musset. Elle parlait mal le français. Elle était d'une autre culture, elle venait d'Égypte, mais elle m'a donné ce livre-là, comme pour me dire, c'est ton univers, ça. C'est toi. Il n'y avait pas de tension entre le fait de venir d'une tradition égyptienne et d'aimer la poésie française. Elle connaissait quelques mots, elle avait appris un peu de français quand elle était en Égypte, et elle connaissait le français comme une langue de la poésie. Et ça a été très très important. Si je regarde le passé de ma vie, si je regarde ce qui m'a constitué, ça a été des éléments importants, ce sont des signes, des petits gestes qui viennent des parents qui vous disent que vous n'êtes pas en tension culturelle, qu'il faut choisir l'un pour embellir l'autre et qu'avec la beauté de l'un, vous serez réconcilié avec ce que vous êtes vous-même. Et puis, une chose qui a été déterminante aussi, au-delà de ces éléments, ces signes qui venaient des parents, il y a eu la réalité de ce qui venait de mes frères, en fait. Et ça, je le leur dis souvent, et je le pense souvent, et je m'en rappelle souvent, c'est que j'ai eu un frère aîné qui a suivi ce qu'on avait l'habitude de suivre dans les pays orientaux quand on se déplace, c'est la tradition scientifique et médicale, donc il a été neurochirurgien, puis le deuxième a été rebelle, et il a choisi philo. Et il a choisi philosophie, et lui c'est le premier avec lequel il y a 9 ans de différence entre nous. Chaque fois qu'il rentrait, moi j'étais jeune, on avait des discussions philosophiques, et dans la confrontation intellectuelle, il m'a beaucoup formé en fait. Il m'a véritablement poussé à revenir, à chercher l'argumentaire. Et puis, un autre de mes frères était extrêmement porté à 2 dimensions, la littérature et la peinture. Et c'est ces 2 univers de la fraternité, des frères qui étaient aînés, qui avaient fait ce choix-là, puisque l'un avait même choisi la filière artistique, c'est-à-dire comme peintre, comme l'expression de l'art, et ça m'est revenu. Et donc moi j'étais dans cet univers-là, et ça m'a poussé à lire très très jeune. J'ai été un ami de la littérature et de la philosophie, je prenais effectivement, mais c'était littéralement ça, pendant les jours scolaires, c'était jusqu'à 5 heures de lecture par jour,
et pendant les jours de congé, c'était 8 heures, au point que mon père a eu peur pour moi et qu'il est venu fâché, frapper à ma porte et il m'a dit: Tariq, la vie, c'est pas les livres. Parce qu'il me voyait m'enfermer, mais c'était vrai, il avait raison, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, ça a été un univers de créativité, un univers de protection, parce que ça me protégeait. J'ai eu deux choses qui m'ont protégé dans ma jeunesse, c'était la littérature et la philosophie d'une part, donc la lecture, et la deuxième chose, c'était le sport. Et je suis rentré tôt et peut-être trop tôt dans la philosophie, c'est-à-dire qu'il y avait des questions qui dépassaient mon intelligence, je ne comprenais pas toujours tout. Quand je me suis lancé dans Also sprach Zarathustra, ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, je comprenais quelques éléments, c'était de la poésie philosophique, mais ça me renvoyait à des choses, et c'est effectivement, finalement, trois univers de l'expression artistique et de l'expression philosophique qui m'ont changé, moi, qui m'ont fait, en fait. Le premier, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire une relation tout à fait particulière avec la poésie. Et une relation tout à fait particulière avec un poète qui a été quelqu'un qui a marqué mon frère, qui m'est revenu de façon différente, et qui est Rimbaud. Alors effectivement, de Rimbaud et de Baudelaire, sur lesquels j'ai fait ma maîtrise, en fait, Baudelaire et Rimbaud, Image du monde, en littérature française, la moitié des vers de l'un et de l'autre, je les connaissais par cœur, c'est-à-dire que j'avais tellement lu, c'était tellement mon univers de référence, la souffrance de l'un et la quête de l'autre, ça a été pour moi déterminant. Je crois qu'effectivement, les appels, la solitude, la souffrance, je suis celui qui souffre et qui s'est révolté, c'est ce qu'écrivait Rimbaud, toute cette réalité-là, elle m'a énormément marqué. C'est-à-dire que ce qui m'a marqué, ça a été la quête, la souffrance et la blessure. Et la solitude aussi. C'est pas un hasard d'ailleurs que plus tard, quand je lirai Nietzsche, et que j'approfondirai sa pensée, la maîtrise, avant de faire la thèse de doctorat, la maîtrise, ce sera sur la notion de souffrance dans la philosophie de Nietzsche, puisque c'est un élément essentiel. Il reprend d'ailleurs les propos de Schopenhauer quand il dit « vivre, c'est souffrir », ce que je reprends d'ailleurs dans le dernier livre et que j'étudie. Et ça a été déterminant, c'est-à-dire que ce qui est important chez Nietzsche, ce qui est aussi caractéristique de quelqu'un qui était profondément chrétien dans sa jeunesse, adolescent, qui écrivait des poèmes chrétiens, qui a complètement fait exploser tout cet univers de référence, qui a trouvé dans les réponses que lui donnait sa religion, ou les gens qui parlaient au nom de sa religion, eh bien, des réponses qui étaient des réponses de lâches. C'est-à-dire que ce qui l'a gêné dans les réponses religieuses, c'est pas qu'elles étaient religieuses, c'était qu'elles évitent la vraie question, c'était qu'elles évitent la vraie souffrance. Quand on lui dit « Pourquoi souffrez-vous » ben, la réponse c'est parce qu'il doit y avoir de la culpabilité, c'est-à-dire trouver à sa souffrance la culpabilité qui la justifie, et non pas trouver le courage de la dépasser, ce qui est différent. Le courage de la dépasser, c'est l'art, la faute qui la justifie, c'est la religion au sens le plus restrictif, le plus négatif du terme, c'est-à-dire votre souffrance, trouvez-lui une cause dans la culpabilité. Et ça a été déterminé. Et un des livres qui m'a transformé, c'est celui qu'il a écrit lui à 26 ans, La naissance de la tragédie. Et la naissance de la tragédie, ça a été pour moi un révélateur d'énormément de choses, puisque je m'étais spécialisé en philosophie dans la tradition antique, c'est-à-dire j'avais pratiquement tout lu de ce que l'on avait publié sur la philosophie socratique au travers de Platon, et en même temps le lien avec la pensée aristotélicienne. Pour moi, c'était une pensée extrêmement féconde et importante. Et puis tout à coup, lire chez Nietzsche que la seule chose qui l'intéressait chez Socrate, c'est qu'à la fin de sa vie, il s'est intéressé à la musique. C'est-à-dire l'homme qui... c'est-à-dire réduire la pensée énorme de la philosophie socratique à finalement sa caractéristique humaine la plus immédiate. Et donc ça a été un révélateur, la naissance de la tragédie, et qui a été ce qui a déterminé mon choix de maîtrise sur la question de la souffrance. C'est au travers de Nietzsche que j'ai rencontré l'autre, celui qui va effectivement avoir une résonance très très importante dans l'autre domaine, celui de la littérature, parce que Albert Jacquard, que je connais depuis très longtemps, avec lequel j'avais travaillé pendant des années, il a parlé de Dostoïevski. C'est vrai que pour moi, l'un des livres qui m'a énormément marqué et qui manque à la
culture de n'importe qui s'il ne l'a pas lu, à mon sens, c'est les frères Karamazov. Les frères Karamazov, et il y a un autre livre moins connu, mais qui est extrêmement profond aussi, qui s'appelle L'Idiot. Là aussi, moi je me souvenais d'un prof de philosophie qui est un professeur français, qui a été directeur de programme, mais qui était chez nous, il était à Caen, c'était Filonenko, l'un des plus grands spécialistes de la pensée de Kant, à qui j'ai suivi des cours sur Fichte, sur Kant et sur Hegel. Et c'était un prof qui m'avait beaucoup impressionné parce que chaque fois qu'il étudiait un auteur, il prenait de A à Z. D'ailleurs, on avait un autre prof qui disait, vous n'êtes pas obligé de faire comme Alexis, chaque fois que vous étudiez un auteur, vous lisez tout. Et moi, c'était quelque chose qui m'avait impressionné. J'essayais de faire ça pour un certain nombre d'auteurs, pas pour tout le monde, mais d'essayer de véritablement avoir la séquence historique de sa vie et le séquentiel progressif de sa pensée. Donc pour moi, ça c'était aussi des choses importantes. Et finalement, effectivement, tout ce qui avait été publié en français sur Nietzsche, j'avais tout parcouru, tout lu. Et c'est pour ça que je m'étais dit, je veux absolument faire deux choses au travers de Nietzsche, c'est-à-dire sa pensée à lui, et puis en même temps la notion de souffrance comme élément déterminant, et puis son regard sur les autres philosophes. Et en termes de littérature, c'est lui qui parle du plus grand des psychologues. Le plus grand des psychologues étant effectivement Dostoïevski. Et donc quand il me dit ça, moi, ce à quoi je m'étais beaucoup attaché, un des grands psychologues, enfin un psychologue de la littérature à l'ère contemporaine, c'était tout ce que faisait Mauriac dans ses romans. Et puis là, tout à coup, on entrait dans une densité qui était autrement plus impressionnante. Pas forcément en termes d'histoire, mais en termes de rapport à une pensée artistique, à un roman qui est en même temps extrêmement profond quant au sens et extrêmement sophistiqué quant à la psychologie humaine. Et donc moi j'ai beaucoup construit autour de la littérature russe. À un moment donné, je me suis beaucoup intéressé à ça. Et la littérature française. Et donc il y a finalement eu trois domaines, c'est-à-dire que ce qui faisait le pont entre la littérature des uns et des autres, ça a souvent été les questions philosophiques. Et puis ce que j'allais chercher dans la littérature française, c'était effectivement la force de l'expression et puis toujours les quêtes de sens. C'est vrai que s'il y a quelque chose qui détermine beaucoup mon rapport à la littérature, c'est la créativité en ce qu'elle est traductrice, porteuse, traductrice de la quête de sens. Ce qui, à mon sens, reste un des éléments déterminants du rapport au sens et au beau dans la littérature. Donc, ce parcours-là, il a été fait d'énormément de lectures. Et si je dois revenir maintenant à ce qui a été déterminant dans l'expression, à un moment donné de l'évolution de ma lecture ou de mes lectures, après inductivement j'ai dû venir à la pensée des Lumières, et là aussi je me suis arrêté à 4 auteurs au XVIIIe siècle, pour lesquels j'ai à peu près lu l'ensemble. C'était la pensée, bien entendu, de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, et un qui est moins connu, mais qui m'a beaucoup impressionné. Je me souviens qu'au moment où je quittais le lycée, à l'époque, chez nous en Suisse, au lycée, on devait faire des petits rapports au travers d'un livre ou d'un auteur, et j'avais choisi Diderot, sur lequel j'avais fait un truc qui était pratiquement un travail qui m'avait pris des mois, qui faisait une centaine de pages, sur la pensée de Diderot au travers d'une œuvre et puis finalement du parcours de tous les autres dialogues sur le neveu de Rameau, sur la question de l'art et de la vertu. Puisqu'il s'agissait de musique, de vertu et de gagner le sens de la réputation au cœur des sociétés. Et par rapport à ce XVIIIe siècle, j'ai plutôt été rousseauiste que voltairien. J'ai pas beaucoup aimé le cynisme de Voltaire, même si je pouvais être séduit par la force de la formule, par la force de la pensée, par un certain nombre de choses qui étaient effectivement très critiques et très fortes dans la pensée de Voltaire, de choses qui l'étaient moins, ce qu'on a moins connu, c'est-à-dire qu'il y a un rapport extrêmement libre à la rationalité.
il y a beaucoup de préjugés. Voltaire est beaucoup plus porteur de préjugés, contrairement à ce que l'on dit, que ne l'a été Rousseau, sans doute parce que Rousseau se flagellait davantage qu'il ne flagellait, ou il flagellait parce qu'il se flagellait. Mais toute je veux dire, ce qu'on ne dit plus aujourd'hui, la pensée profondément antisémite, en fait, que l'on trouve chez Voltaire, elle a des relations avec beaucoup de rapports sur les préjugés qu'il peut avoir vis-à-vis des uns et des autres. Il est porteur de quand même beaucoup de préjugés, même s'il déconstruit par la rationalité. Puis j'avais détesté le fait qu'il ait demandé la condamnation à mort de Rousseau, parce qu'il a demandé à ce qu'on condamne à mort Rousseau dans son délire de vengeance d'une certaine façon. Donc, et là aussi, je me suis beaucoup arrêté à la pensée de Rousseau, et c'est vrai que j'ai beaucoup été séduit par les pré-romantiques et les romantiques. Après avoir inductivement être revenu de Baudelaire, Rimbaud et remonté au romantique et de voir sa pensée à lui, alors bien entendu sans partager les choses, mais en étant profondément touché par des choses extrêmement simples, c'est-à-dire la profondeur des rêveries du promeneur solitaire, les vraies questions fondamentales qu'il pose avec toutes les contradictions de l'homme, parce que ce qui est extrêmement important, c'est la capacité de lire Rousseau, qui a lâché tous ses enfants, qui écrit un livre sur l'Émile, et qui en même temps, dans toute sa traduction de ce qu'il est en train de dire, en fait, ces contradictions sont sa richesse, en fait. Et ça m'est resté aujourd'hui. Quand je rencontre beaucoup de musulmans qui, dans l'ère de la spiritualité, vivent de leurs contradictions, se pourrait que leurs contradictions soient le meilleur moyen de leur réconciliation, qu'ils soient riches de cela s'ils les dépassent, pas s'ils s'y confortent. Les contradictions se dépassent, elles ne s'y confortent pas. On les dépasse artistiquement, on les dépasse spirituellement, mais en tout cas, on leur fait face. Et c'est en cela, par exemple, la pensée de Nietzsche, elle était importante pour moi, parce que Nietzsche disait tout le temps, faire face à ses contradictions et ne pas se cacher derrière ses justifications. Donc voilà, ça a été pour moi des livres, une époque de ma vie qui m'a énormément transformé, où je me suis plongé pendant des années, où j'ai jamais perdu le sens de la poésie. Celui qui a été central, ça a été Rimbaud. Baudelaire a été déterminant aussi, parce que Baudelaire annonçait d'une certaine façon Rimbaud, et ce qui m'a transformé, c'est lire, assimiler dans la lecture jusqu'à l'apprendre par cœur. Et quand je dis apprendre par cœur, c'est par le cœur. C'est-à-dire vraiment, c'était quelque chose qui était tout le temps. À un moment donné, c'était constitutif de ma pensée, de mon regard sur les choses. Et puis un autre des poètes qui m'a beaucoup touché, aussi par son parcours, par son suicide, c'est Gérard de Nerval. Avec la complexité de ses textes, avec Sylvie, et puis ensuite tous ses poèmes, Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, toutes ces dimensions de celui qui va devenir fou, en fait. Donc voilà, ça c'est tout le domaine de la littérature française, qui a été pour moi une importance capitale. Dans l'évolution, ensuite, des choses qui m'ont façonné, parce que je ne sais pas si je peux dire qu'un livre a changé ma vie. Pour moi, c'est une succession. Il y a des auteurs que j'ai rencontrés. En fait, moi, j'ai rencontré des livres et des auteurs. Il y a des gens, j'allais souvent regarder leur vie, en fait. Derrière, je veux dire, quand j'ai lu Rimbaud, je suis allé regarder sa vie, quoi. Je suis allé regarder ses fugues, je suis allé regarder son rapport à son prof, à Isambard, cette lettre du voyant, cette pensée de je est un autre, quand le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute, celui qui se pense déterminé, qu'à un moment donné, je me suis réveillé poète. Et donc tout ça, pour moi, c'était important, toute cette dimension de ce qu'est la destinée et ce qu'est la liberté dans la littérature. Ça, c'était aussi important, c'est-à-dire que c'est vrai que la littérature, pour moi, ce n'est peut-être pas des œuvres, c'était des êtres. Je suis rentré en contact avec des êtres. Je suis rentré en contact avec la notion de souffrance chez Nietzsche, c'est que je suis rentré en relation avec un homme, avec ce qu'il a souffert, avec ce Andrea Salomé disait de lui. Quand vous étiez assis à table avec Nietzsche, il parlait doucement, toujours doucement.
Pourquoi? Parce qu'il imposait à son interlocuteur de se pencher pour écouter. Se pencher pour écouter, c'est éveiller son attention. Je parle doucement, ouvre ton oreille. Oui. Et vous voyez que dans toutes les spiritualités, vous avez ça aussi. Tout le temps, il y a une façon de parler parce qu'il y a une volonté d'être écouté d'une certaine façon. Vous savez, au moment où je dis ça, je baisse la voix. Certains y trouveront une technique de communication, mais c'est ce qui m'habite. Effectivement, c'est ce qui m'habite. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, c'est comment ces auteurs ont vécu ce qui a été les déterminants de leur pensée, dans leurs contradictions, comme dans leur expression artistique. Et puis, à un moment donné, dans ce parcours littéraire, je me suis d'ailleurs, c'est vrai, quand je vous en parle là, maintenant, je me rends compte que je me suis souvent arrêté aussi à des univers littéraires et à les réalités de leurs conflits. Par exemple, quand il y avait toutes ces questions Voltaire, Rousseau et Diderot, et que finalement Rousseau se trouve seul, Voltaire et Diderot d'un autre côté, je me suis plutôt senti humainement rousseauiste, et intellectuellement je pouvais prendre les deux, mais humainement j'étais plutôt dans ce parcours-là, dans ce parcours de cette solitude, de ce rapport assez blessé à la vie. Ça c'est vrai, c'est une des dimensions qui je crois m'habite et m'habitera jusqu'à la fin. Certains, je me souviens d'un prof de littérature qui m'avait dit c'est parce que vous êtes un enfant de l'exil. Et c'est vrai aussi, c'est vrai que moi je veux dire que si je regarde de la façon dont j'ai pu voir mes parents, j'ai vu des êtres blessés, c'est-à-dire des êtres qui n'étaient pas proches de leurs racines, qui étaient par leurs idées, loin de leurs racines, par leur cœur, loin de leur cœur, par leur corps, dans une espèce de tension tout le temps. Je veux dire que ça, c'était quelque chose que j'ai vu dans les larmes de mon père, dans la solitude et la souffrance de ma mère, de ne pas être... Vous voyez, tout ça, ça reste, c'est des choses qui sont importantes. Donc à partir d'un certain moment, c'est vrai que et ce qui m'intéresse le plus dans la foi, aujourd'hui, c'est la paix. Et la paix, qu'est-ce que c'est? C'est quand vos besoins ont trouvé leur assouvissement, c'est-à-dire que quand vos questions ont trouvé leur réponse, quand vos besoins ont trouvé leur satisfaction, c'est ça la paix. La paix, c'est d'être dans cet équilibre-là. Vous n'êtes pas en paix quand vous êtes en perpétuel manque. Le manque, c'est le contraire de la paix intérieure. Il le faut pour aller à la paix, parce que la paix, c'est jamais permanent. Mais il faut dépasser, encore une fois, le manque pour aller vers la paix. C'est en fait, c'est la vraie définition du djihad, en fait. C'est ce regard que l'on a et que l'on porte, et que cette espèce de lucidité. Il n'y a pas de djihad, en fait, sans lucidité. La lucidité, c'est vraiment de se regarder en face, de regarder en face ses manques, regarder en face ses besoins, tous, quels qu'ils soient, intellectuels, physiques, émotifs, affectueux, de temps, d'écoute. Donc, à un moment donné, je suis arrivé aussi à la littérature, et ce qui m'a aussi façonné, ça a été, sur le plan littéraire, toute la question que pose Théophile Gautier, à qui Baudelaire dédie son texte « Les fleurs du mal ». Cette dimension de l'art pour l'art. Ça aussi, ça a été important pour moi, parce qu'à un moment donné, je me suis arrêté sur Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre, le seul être qui pouvait sortir parfois, il disait que le seul élément artistique qui pouvait sortir de l'élément politique, c'était parfois la poésie. C'est-à-dire qu'il cite Rimbaud, dans La bannière de mai, c'est rire aux parents qu'au soleil, mais moi je ne veux rire à rien, libre soit cet infortune. Il cite ça en disant, ça c'est des paroles de quelqu'un qui est sorti du conflit social. Il parle artistiquement comme s'il était au niveau du divin. Mais tout le reste de l'expression artistique est politique. Et ceux qui disent qu'ils ont une expression artistique qui ne soit pas politique, c'est des petits bourgeois. Les petits bourgeois veulent véritablement toujours utiliser la littérature en pensant qu'ils se sont sortis de leur statut. La force du petit bourgeois, c'est de penser que son expression ne porte pas sa bourgeoisie. C'est intéressant. Ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé parce que c'est la vraie question de l'art pour l'art. Est-ce que c'est possible? Oui, ce qui sera la définition. Pourquoi est-ce que Baudelaire lui dédie? Parce qu'il écrira l'Albatros, le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête, ce rue de l'archer, vous connaissez tout ça. Et donc à partir d'un certain moment, c'est sorti. Et ça m'a assez intéressé. Est-ce qu'il peut y avoir un art qui soit pour l'art? Le beau pour le beau et pour rien d'autre.
toutes les traditions spirituelles vous disent non. Pas parce que c'est politique, mais parce que ça a du sens. C'est-à-dire que toute expression artistique, même si elle dit le non-sens, est porteur du sens. L'art abstrait, c'est ça. L'art abstrait, c'est casser le formel, mais dans casser le formel, il y a le sens de se casser le formel. On casse, et ça a un sens de casser. Donc le non-sens a un sens en tant que tel. Il n'y a pas de non-sens qui n'ait pas de sens. Si vous me suivez. Excusez-moi, j'ai oublié ma droite. Donc je regarde par là, mais il faudrait que je regarde partout. Qu'est-ce que j'ai oublié là? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, non, ce que je voulais, voilà. Donc, en l'occurrence, ça a été toutes ces questions-là et le débat qui a été effectivement celui de que porte Sartre au XXe siècle, que moi j'ai jamais diabolisé. Je n'ai pas été d'accord avec lui, mais j'ai été profondément influencé par. Là aussi, je crois que j'ai pratiquement tous les romans et pratiquement toutes les pièces de théâtre, je m'y suis plongé pour essayer de comprendre. Et puis, j'ai été plutôt camusien que sartrien, pour plein de raisons, jusqu'à ce que je découvre Édouard Saïd. Quand Édouard Saïd relit Camus, je me suis dit, voilà, il n'y a pas d'art qui soit complètement apolitique. C'est-à-dire que c'est vrai, que c'est une pensée qui reste une pensée assez coloniale. L'arabe dans l'étranger, c'est un arabe, vu par un étranger, si vous me suivez, vu par Camus, qui n'est pas vraiment arabe. Et donc j'ai beaucoup aimé ce travail de déconstruction d'Édouard Saïd dans l'orientalisme. Mais là aussi, ce qui a été un livre qui m'a aussi énormément dévoilé des recoins de la pensée occidentale au sens profond, c'est L'homme révolté. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, il faut vous y plonger. C'est un livre qui est un livre philosophique, mais qui a un pendant, deux pendants en termes de roman, qui est La peste et le mythe de Sisyphe, d'une part, La peste et L'étranger, qui sont des textes qui sont en miroir. Il faut les lire en miroir. Il faut lire l'un et les autres en miroir. Et ça aussi, ça a été pour moi... Camus n'est pas un grand philosophe, c'est peut-être pas forcément non plus un grand littéraire, je veux dire de la plus grande des plumes et de la plus grande... Mais par contre, c'est dans le mariage des deux qu'il est le meilleur. Et ça moi j'entendais mon prof de littérature qui cassait Camus et mes profs de philo qui voulaient même pas qu'on en parle. Alexis Filonenko, il fallait même pas citer Camus, il fallait, attendez, je veux dire, il y a la philosophie et puis il y a les guignols, quoi. Donc lui, il était plutôt dans le sens guignol. Il ne fallait pas comparer Kant et Albert Camus. Mais par contre, dans le lien entre les deux, c'est-à-dire cette interdisciplinarité, l'un parlant à l'autre, le rapport de l'art et du sens, pour moi, ça a été un élément qui a été déterminant aussi dans mon parcours. Donc vous voyez, c'est beaucoup dans la poésie et la parole libre de cet art pour l'art qui m'a beaucoup arrêté. Je me suis aussi beaucoup intéressé, parce que ça m'a beaucoup apporté, dans ceux qui voulaient briser le sens, c'est-à-dire le surréalisme. Et là aussi, un des textes sur lesquels je me suis arrêté, c'était marrant parce que je relisais Nadja de Breton en même temps que je lisais L'enfant Peul de Ampateba. Et je ne sais pas si il faut que vous lisiez 3 livres en même temps. Ouais, c'est rien, vous êtes des littéraires. Nadja, L'enfant Peul et 100 ans de solitude de Marquez. Et là, c'est extraordinaire. Comment l'un dit tout est dans l'instant, l'autre dit tout est dans le retour, et le troisième met en évidence que tout est dans la mémoire. Oui. C'est vraiment assez impressionnant. Et là, vous voyez les transferts, les transversalités culturelles, c'est-à-dire ce que c'est pour l'un l'instant. En fait, la pensée moderne, dans le surréalisme, elle est extrêmement présente. Elle est extrêmement présente. Et c'est les surréalistes en fait qui m'ont amené à la psychanalyse. Alors moi j'avais eu un débat une fois avec Rudinesco qui m'a dit mais vous de toute façon en tant que musulman c'était pas possible, vous vous intéressez même pas à la psychanalyse, ça n'existe même pas pour vous. Vous voyez comment ceux qui luttent contre les représentations en sont pétris en fait. Je veux dire, comme musulman on ne pouvait pas parce que ça n'existe pas. Et c'est n'importe quoi en fait en gros. Mais bref.
tout ce qui était important aussi, c'est tout ce travail sur ce que voulait toucher Breton, ce que voulait toucher Aragon, la pensée qui va essayer de chercher ses sources en fait, va chercher dans le psychisme, et ça aussi, je pense que c'est la troisième dimension pour moi qui attache une importance capitale à la littérature, la question du sens avec la philosophie, la question du l'être avec la psychologie, et la question de la créativité avec l'art en tant que poésie ou en tant que littérature, en tant que peinture. Voilà, donc ça m'a constitué, si vous voulez, c'est un tout petit peu un parcours. Je ne pourrais pas citer une seule œuvre, mais il y a des œuvres qui ont été révélatrices, comme les frères Karamazov, comme à un moment donné la pensée de Nietzsche, comme ça peut être le cas de la pensée d'un certain nombre de... Je veux dire, je sais exactement où et quand j'ai terminé La nausée de Sartre. Et cette espèce d'expérience de ce questionnement. Et puis ensuite d'avoir continué par rapport à toute cette réflexion-là, à toute cette littérature-là. Et donc, si vous voulez, dans ce parcours-là, ça m'a changé, ça m'a permis de me reposer la question, ça m'a permis aussi de comprendre que culturellement, j'étais francophone, j'étais de culture française. Parce que quand je suis retourné en Égypte après, que j'ai essayé de... Non, c'était pas ça. C'était pas ça, c'était pas ma culture, c'était pas les mêmes horizons. Il y avait bien sûr des éléments de communication, si vous voulez, de l'émotif, du psychologique, de ce qui venait de ma famille, de l'histoire psychologique, mais c'est vrai que c'était pas ce que j'avais, c'était pas ce qui avait constitué ma pensée, c'était pas ce qui avait constitué ma langue. Et la langue, c'est pas le moyen de communication, c'est pas le moyen de l'expression, la langue, c'est l'expression. La langue, c'est l'expression en tant que telle. C'est pas un moyen, c'est un univers, c'est un rapport. Et donc, c'est vrai que ça m'a complètement constitué. Et très tôt, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça a été aussi constitutif. Très, très tôt, quand j'ai commencé, moi, à écrire, j'avais 14-15 ans, j'ai écrit jusqu'à... J'ai même fait, je me souviens, des récitals de poésie que je faisais au lycée, où j'écrivais des poèmes, où on m'avait publié 2 pièces de théâtre quand j'avais 17 ans, parce que j'avais un type qui m'avait beaucoup, beaucoup encouragé, qui me poussait à ce moment-là. Et donc toute l'idée qu'il fallait exprimer aussi, que j'avais besoin de cette expression-là, elle n'a jamais cessé. Et donc je continue, là, si vous voyez sur mon site, de temps en temps, j'ai toujours ce rapport à la poésie qui est déterminant, qui me façonne et qui m'accompagne. Et puis sur ma route, il y a aussi eu des personnes que j'ai rencontrées et qui m'avaient touché. J'étais complètement en opposition avec les réponses que donnait Léo Ferré, mais j'étais très très en phase avec son mode d'expression, et je l'ai rencontré personnellement, je suis allé le voir plusieurs fois, on a eu beaucoup d'échanges, et c'est aussi, là aussi ça venait de mon frère aîné qui me l'avait fait découvrir, puis ensuite j'étais allé le voir, il était venu en Suisse, et j'étais beaucoup dans l'échange. Il avait des réponses qui étaient choquantes pour certaines d'entre ces réponses. Pas choquante parce que c'est quelqu'un qui niait Dieu, oui, mais choquante par la façon dont il s'en prenait aux hommes. J'ai jamais aimé le mépris en fait. J'ai jamais aimé le mépris C'est pour ça en fait je pense que Voltaire me gênait beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de mépris. Et j'aime pas ça. J'ai jamais... c'est ça aussi qui était très intéressant chez Nietzsche, une pensée élitiste qui veut éviter le mépris quand même. C'est-à-dire qu'il est très très méprisant par rapport au peuple, à la plèbe, et en même temps, fondamentalement, il essaye de lutter contre ce qui peut l'habiter. Donc pour résumer ce parcours qui est compliqué, mais qui a été complètement, toute ma vie, et participe, ou a participé en elle et à travers elle, tout cet univers de la littérature. Donc, si je dois dire mon rapport à la littérature en tant que telle, à l'expression artistique, c'est vrai qu'il y a le beau qui est déterminant, il y a le sens, et ça c'est vrai que c'est très très souvent lié à mon penchant philosophique. Et puis d'un autre côté, il y a toute la dimension de la psychologie.
Et il y a un auteur que j'ai parcouru en entier. Je crois que, bon, maintenant j'ai un tout petit peu oublié, mais je m'y suis arrêté. En fait, il y a deux auteurs sur lesquels je me suis arrêté, et je terminerai là-dessus, sur lesquels je me suis arrêté, mais qui m'ont beaucoup apporté en matière de maîtrise de la langue. Le premier, c'est Balzac. Toute la comédie humaine, je me suis plongé là-dedans, j'ai tout pris, je lisais comme un fou tout ça. Et là aussi, parce que c'est sans doute à mon sens, alors bon, on a parlé de Stendhal que j'avais lu également, mais j'ai pas eu le même rapport à Stendhal que j'ai eu à Balzac, à cette notion de cette espèce de psychologie du détail, vous connaissez toute cette philosophie qu'il avait de la description circulaire. Vous connaissez un être par l'horizon qui tournait autour du personnage, puis il pouvait s'arrêter sur une ride, il pouvait s'arrêter sur une expression, et cette expression disait la psychologie. Et c'est vrai, en fait. Ça aussi, j'ai retrouvé ça dans toutes les spiritualités. Les spiritualités, vous savez, ce qu'on a dans le Coran, il y a quelque chose dans leur visage. Alors les musulmans, c'est bon, ils sont très superficiels, ils pensent que c'est la tache sur le front, ça c'est qui prouve que vous priez. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des signes sur le visage, il y a quelque chose qui est une sorte de reflet d'une spiritualité, qui donne toujours une espèce d'intuition. Et ça, quand vous lisez Balzac, il parle que de ça. Cette espèce il y a quelque chose qui sort de vos traits, qui dit quelque chose de votre être. Et c'est vrai. C'est tellement vrai. Et donc ça, cette description circulaire a été très très importante pour moi. Je me suis beaucoup plongé là-dedans et j'ai enseigné pendant des années un livre qui m'a beaucoup interpellé sur le plan de la description du plan du sens, qui était La peau de chagrin. Peau de chagrin qui est un roman philosophique, qui est un très très grand roman, et puis celui sur lequel j'avais fait aussi mon mémoire de licence. C'était à cette époque-là, ça correspondait à la maîtrise en littérature française. C'était Proust, qui était aussi, qui est à mon sens un esprit que j'ai apprécié sur le plan de la littérature essentiellement, et puis sur la question du sens, de la quête de sens, du rapport au temps, à la mémoire, à la multiplicité des identités qu'on peut avoir. Et je me suis aussi beaucoup attaché à cette lecture-là. Je crois que j'ai appris un peu à améliorer mon écriture par sa proximité. C'est-à-dire qu'il y a une maîtrise de la langue française, de la ponctuation. C'est vrai que le livre L'autre en nous, je l'ai dédié au point-virgule. C'est un livre que j'ai dédié au point-virgule, qui est l'expression. C'est une ponctuation. Le point-virgule, c'est le plus dur à utiliser, en fait, avec la virgule. En fait, toute la ponctuation est difficile, en fait, en gros. Le point, c'est assez facile. Le point, c'est plus facile. La virgule et le point-virgule, le point-virgule, ça, c'est dur. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que, voilà, ça, a été un tout petit peu le parcours. Un livre, je sais pas, des courants qui m'ont habité, et puis c'est ça que je voulais vous dire, ces trois horizons-là, du beau, du sens et de la philosophie au sens où elle a beaucoup habité tout ce que j'étais en train de faire. Donc littérature et philosophie ont été en miroir dans toute ma formation littéraire. Voilà, je vous remercie de votre attention.